Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Tweet TV et en simultané sur Watt FM pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs et je suis accompagné par les juges au siège pour cette présente émission. Je suis Serge Kaboré, celui-là même qui préside ce tribunal en ce jour 28 juin 2022. Bonjour monsieur les juges. Bonjour président Kaboré, bonjour juge Ouedraogo, bonjour madame, messieurs. Président, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour et bonjour au juge Bougouma. Bonjour. Alors, pour la deuxième convocation de la semaine, nous recevons à la barre du tribunal M. Abdoul Karim Sango. Il est ancien ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et président du Parti pour la Renaissance nationale Parent. Avec lui, il sera question de la situation sociopolitique nationale. Voici planter le décor, mais avant, les avant-propos. Alors, juge Bougouma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, président. J'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos, c'est par rapport à ce que nous vivons ces derniers temps avec les zones sensibles de Ouagadougou, ou des zones présentées comme sensibles, effectivement, à Ouagadougou. J'ai aussi vu cette communication qui montre aux uns aux autres qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'attaque terroriste ou bien quand vous franchissez des enceintes militaires. Donc on a vu ces vidéos de sensibilisation qui sont très bien, qui arrivent de mon point de vue en retard, mais il faut dire que c'est déjà pas mal, parce que c'est ça, on n'a pas su anticiper, et quand les attaques terroristes ont commencé, en termes de prévention et tout, on n'a réellement pas fait grand-chose. C'est que ça vient dans un contexte où la femme effectivement a été abattue. Mais quand vous partez dans la zone effectivement de la Zaka, la question que vous vous posez, c'est le jour où ceux qui ont pris les parcelles là-bas vont venir construire, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la base aérienne s'est étendue jusqu'à cette limite? Si oui, il faut délimiter clairement et que les Burkinabés sachent, parce que quoi qu'il en soit, c'est des enceintes, c'est des terrains privés, c'est des gens qui ont pris pour pouvoir effectivement construire. Et donc quand on étend jusqu'à ce niveau, non seulement on n'a plus de route, ça gêne la circulation, mais vous ne savez pas si vous êtes sur le terrain des militaires, vous êtes sur le terrain civil. Donc, je dis c'est bon de délimiter les choses et de dire clairement les choses au Burkinabé. C'est pas bien de cacher, il faut dire la vérité. Si c'est devenu des enceintes militaires, qu'on balise que c'est enceintes militaires, et puis on passe à autre chose. Parce que ce qui s'est passé, c'est vraiment très grave. Il faut qu'on tire leçon de toutes ces choses-là pour pouvoir avancer. Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est de mon point de vue, c'est très important. C'est vrai de faire des sensibilisations et tout, mais aussi il faut doter conséquemment ceux qui assurent les gares. Ailleurs, vous franchissez les barrières la nuit, les feux qui vont, les projecteurs qui vont être mis sur vous, vous ne pouvez même plus bouger. Vous ne pouvez plus bouger parce qu'il y a quelqu'un qui vous envoie de l'éclairage subit. Donc vous êtes obligé de vous arrêter puisque vous ne voyez plus rien. Et en ce moment, vous êtes en vue. On a le temps de régler le problème. Et ça demande une dotation conséquente en matériel de travail au niveau des forces de défense et de sécurité qui sont stressées. Ça, il faut le dire, qui sont vraiment stressés, qui savent plus rapidement, parce que ce qui est demandé, c'est en un temps record, pouvoir distinguer le bon grain et livrer. En quelques fractions de secondes, une décision dans l'un ou l'autre sens, ça peut être fatal. Alors que si le soldat a une dotation conséquente également, ça lui permet en toute sérénité de prévenir et de faire un certain nombre de choses. Et moi, je pense également que ce n'est pas des détails à négliger dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Deuxième avant-propos, pour terminer rapidement, c'est la crise au niveau du Conseil supérieur de la communication, qui a connu son épilogue devant le tribunal administratif, où le docteur Daniel Bogaïré a été débouté pour requête non fondée, et donc validant ainsi la candidature, l'élection du président Bamogo. Ce qui reste, comme lui-même l'a mis sur sa page Facebook, il a appelé les autres à se mettre au travail, parce que mine de rien, c'est un CSE qui va se plomber avec sans président, sans vice-président, et puis le secrétaire général qui est devenu pratiquement gouverneur. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, il ne faut pas qu'il y ait encore ce blocage institutionnel dans cette crise où les médias sont très sollicités, et créer encore une crise avec
comme on appelle, dans une institution comme le CSC, c'est même pas bien. Puis il faut éviter que le CSC nous donne toujours l'image que c'est une institution à problème. Et à chaque fois qu'il doit avoir remplacement au niveau du Conseil supérieur de la communication, il faut passer par une crise à tout moment. Il ne faut pas en faire une structure chrysogène. De deux choses l'une, où le chef de l'État nomme son président ou sa présidente, et puis tout le monde se tait et se range comme on le faisait avant, ou comme on le fait dans certaines structures, où on permet d'élections auxquelles il faut respecter les règles démocratiques en la matière. Alors, est-ce que c'est fini? Est-ce que maintenant on aura le décret de validation? Ou bien comme certains l'ont dit, si ça ne marche pas, ils vont casser le CSI et puis reprendre. On attend de voir ce que les nouvelles autorités vont en faire. Alors, juge Ouédraogo, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, Président. Je prends prétexte de la présence avec nous du ministre de la Culture, ancien ministre de la Culture, pour rendre un hommage à deux acteurs majeurs de la culture de notre pays. Il s'agit donc de Martin Zongo, du Carrefour international du théâtre de Ouagadougou, et de Prosper Compaoré, de l'atelier théâtre burkinabé. Ce sont deux structures et deux acteurs qui ont donné beaucoup à la culture du Burkina Faso et qui, avec la crise du coronavirus, ont vécu et traversent toujours des moments difficiles. Et je pense à eux en ce moment-là. Et je sais que de façon globale, les acteurs culturels ont souffert de cette maladie-là et de façon générale de la situation économique très difficile de notre pays. Mais les acteurs du théâtre particulièrement ont assez souffert et continuent à traîner les séquelles de cette maladie-là sur leur structure. C'est le lieu pour moi de plaider afin que ces structures-là qui ont fait la pluie et le beau temps du théâtre burkinabé ne puissent pas être lâchées comme ça par nos autorités. Quelque chose peut être fait pour les accompagner, parce que c'est des structures qui sont en train malheureusement de mourir de leur belle mort. Et j'en appelle donc à travers donc ce plateau-là à ce que les autorités en charge de la culture puissent se pencher véritablement sur le sort de ces structures-là qui en souffrent. D'accord. Alors, on le disait en début d'émission, notre convoqué à la barre du tribunal ce matin est l'ancien ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, également président du Parlement, aussi ancien conseiller spécial du chef de l'État, Roch Kaboré. Il est notre convoqué ce matin. Bonjour, Monsieur Sango. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, question de généralité déjà, comment se porte votre parti depuis les événements du 24 janvier dernier ? Vous savez tous très bien qu'il a été demandé à l'ensemble des partis politiques de rentrer dans une sorte de période d'hibernation politique. Il leur a été demandé de ne pas faire preuve d'un activisme politique débordant pour permettre sans doute à la transition de mener avec beaucoup plus de sérénité. J'imagine bien la barque du Burkina Faso, qui est une barque évidemment qui tangue. Et donc de ce point de vue, le parent a accueilli favorablement cette requête du président Damiba, président de la transition, avec l'espoir d'abord de mettre cette période à contribution en vue de se réorganiser. Vous voyez très bien que le parent est dans une dynamique d'alliance politique avec le sens, le PUR, AP Tilgré et le PDS. Le parent essaie aussi de remobiliser ses troupes. C'est pas évident. Parce que le militantisme politique au Burkina comme en Afrique se caractérise toujours par un militantisme d'opportunisme. Donc il faut repartir pour éduquer, pour sensibiliser les populations. Je pense que à quelque chose aussi, malheur est bon.
ce temps devrait nous permettre, au terme de la transition, d'avoir des organisations politiques beaucoup plus fortes. Je l'ai dit plusieurs fois sur les plateaux de télévision, il ne peut pas avoir une démocratie performante si on n'a que des partis nominaux, c'est-à-dire des partis juste avec des sigles, ça ne marche pas. Les partis doivent être porteurs d'idées, doivent être organisés avec une sorte de maillage au plan national, doivent aller vers les populations pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous sortir de la pauvreté qui commence à devenir comme une sorte de malédiction ou de fatalité qui caractérise nos pays. Donc, de ce point de vue, le parent se porte assez bien. D'accord. Alors, vous étiez conseiller spécial de l'ancien président Roch Kaboré jusqu'aux événements du 24 janvier. Est-ce que ce coup d'État était prévisible selon vous? Bon, j'avoue que ça c'est une actualité qui ne m'intéresse plus. Prévisible ou pas prévisible, le coup d'État a eu lieu. Je pense qu'il faut qu'on avance sur bien d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, pour répondre à cette question, je ne vois pas qu'est-ce que ça va changer. Vous êtes à la barre du Ma tribunal. position, elle est connue, elle a été exprimée ici. Moi, je suis un anti-coup d'État sans débat. On ne peut pas vouloir avoir des institutions stables. On ne peut pas vouloir construire de la démocratie avec les limites et continuer de faire des coups d'État. Je l'ai déjà répété une fois. Je ne veux pas rester là à en parler. C'est clair. Si les coups d'État devaient régler le problème du Burkina, il y a longtemps que le pays est développé là. Il suffit de reprendre l'histoire de ce pays. Donc, le parent prend acte. Nous l'avons dit d'ailleurs avec nos camarades d'Ensemble pour le Faso, qu'il faut travailler le plus rapidement possible au retour à un ordre constitutionnel. Évidemment, sur des bases nouvelles. Mais le parent n'est pas naïf. Comme nous l'avions toujours dit, n'oubliez pas que le fondateur du parent avait écrit en 2009, si mes souvenirs sont bons, un article qui avait suscité beaucoup de polémiques. Ce qu'il appelait les coups d'État moralisateurs ou salvateurs. Les gens l'ont lu de travers. Ils ont pensé qu'il faisait la promotion des coups d'État. Alors que, en fait, il interpellait les gouvernants africains sur la nécessité d'avoir une culture de la bonne gouvernance. Ça me rappelle exactement ceux qui lisent de travers Le Prince de Machiavel. Mon ami, le professeur Jacques Nanema, je crois c'était au forum à la conférence publique de Ditanier, a réexpliqué. Et je dois avouer que c'est ça, c'est cette compréhension que j'avais. C'est-à-dire qu'on vous donne des conseils pour bien gérer un État au profit de l'intérêt des populations. Vous utilisez les recettes pour faire tout le contraire. Vous êtes face à des difficultés. Vous ne comprenez pas. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont contre vous. Non. C'est-à-dire que la gestion d'un État, il y a un certain nombre de causes, comme diraient les communistes. Si les causes subjectives et les causes objectives là, sont réunies pour créer l'instabilité, pour générer l'instabilité, il ne faut pas parer à cela. C'est déplorable. C'est pour ça que il faut que le Burkina, en tout cas moi, c'est mon ambition. Je me battrai avec toutes les forces qui iront dans ce sens, même s'il faut attraper le pied du diable pour y aller, pour que nous sortions radicalement de cette situation. En refondant le pays. Que les gens qui ont des idées, comme le parent là, qu'ils viennent au pouvoir avec des programmes clairs qui développent le pays, et puis on résout les questions de pauvreté progressivement. Mais si on va encore retomber dans des histoires de bricolage, l'argent, quoi, vous retombez dans les mêmes travers. Vous avez eu l'occasion de le faire, vous avez été conseiller spécial et ancien. Mais c'est là que les gens sont malhonnêtes. Vous savez, un conseiller spécial
je l'ai répété sur 1000 plateaux, il ne décide pas. Un ministre de la Culture, c'est pas lui le chef du gouvernement. Le ministre de la Culture ne décide pas pour le pays. Maintenant, il y a une théorie juridique qui est dans la Constitution, mais ça ne peut même pas être autrement. C'est ça que nous appelons les fictions juridiques. On dit que le gouvernement répond solidairement des actes. Vous savez, un conseil des ministres, vous déposez un dossier. Sango dit, je ne suis pas d'accord. Il avance ses arguments. Il nous a dit, je suis d'accord. Il avance ses arguments. Bernard Bougouma dit, je ne suis pas d'accord. Il avance. On fait la synthèse. Et puis, celui qui a l'autorité dit, on va dans tel sens. Est-ce pour autant que les niveaux de responsabilité sont les mêmes? Non. Moi, on peut me dire que je suis responsable pour les politiques publiques que l'État m'a demandé d'implémenter, par exemple, au ministère de la Culture. Mais je ne suis pas chargé de l'éducation, je ne suis pas chargé de la santé, je ne suis pas chargé des infrastructures. Non, ce n'est pas mon travail. D'abord, je n'ai aucune compétence avérée. C'est les ministres qui sont là-bas, qui ont les techniciens qualifiés, qui leur donnent les bonnes orientations pour dire allons dans tel sens ou dans tel sens. Et vous savez que le Conseil des ministres est frappé du sceau du secret. Mais souvent, on se permet en off de partager un certain nombre de questionnements que nous abordions. Parce que, comme je le dis tous les jours, les ministres ne sont pas des extraterrestres. Les ministres vivent dans la société. Ils ont des amis journalistes, ils ont des amis de la société civile, ils ont des parents, ils ont ceci. Ils entendent. Et quand vous avez été un ministre, comme je l'ai été un ministre accessible, et je pèse les mots, j'entendais beaucoup de choses que je faisais remonter. Alors, mais là, il est trop tard. Il faut tirer leçon pour l'avenir. Parce que ce dont il s'agit là, c'est pas Sango, c'est pas Roch. C'est le pays qui est dans le fond du trou. C'est le pays qui est dans le gouffre. Pour diverses raisons. Mais il va être trop fatigant là. On n'aura pas assez de temps de développer cela. Regardons l'avenir. D'accord. Est-ce que les signes dans lesquels les pas que nous sommes en train de prendre là, est-ce que ça nous conduit vers le bon chemin? C'est ça qu'il faut plutôt regarder, quoi, de mon point de vue. Alors, vous avez parlé de refonte de l'État. On le sait, le Burkina Faso, à l'instar de plusieurs autres pays, fait face à un contexte de vie chère qui est marqué par la guerre en Ukraine et aussi la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, quelle est la solution miracle selon vous? Non, quelle peut être une solution, une des solutions? Solution miracle, moi je ne crois pas au miracle. Parce que quand même on est à l'ère de la science. Il s'agit simplement, de mon point de vue, d'analyser nos forces et nos faiblesses. J'ai sorti un article il y a quelques jours. Parce que moi, je suis fatigué des débats d'individus. Ça ne développe pas un pays. Quand vous regardez les chaînes étrangères, on est obligé d'y aller souvent. Sinon, moi, je n'ai même pas envie de regarder les chaînes étrangères. Puisque je suis soumis à la culture et aux idées des autres. Alors qu'en Afrique, on a des penseurs, on a des idées, on a ceci. Mais comme, quand vous prenez, il y a trop de banalité souvent, avec tout le respect que je dois souvent aux médias. Moi, quand vous prenez l'élite là, si vous partez dans les salons déjà, ils sont tout le temps sur les chaînes qu'on appelle les chaînes impérialistes. Pourquoi? Parce que la télé, quand vous regardez, c'est pour apprendre, c'est pour vous élever. Donc, je voulais quand même, sans en être un spécialiste, ramener les Burkinabés au débat d'idées. Alors, vous avez une crise, Covid, en 2019. Il en a parlé. J'étais ministre de la Culture. Effectivement, je salue en passant ces grands hommes que sont M. Zongo, qui est maintenant à l'Académie des sciences,
prospèrent Compaoré. Des gens humbles, qui ne font pas de gros bruit, mais qui font un travail incroyable, impressionnant pour la promotion et la valorisation de la culture. Je ne sais pas si je les ai suffisamment aidés, ils pourront eux-mêmes répondre. Mais la question que vous posez est une question nodale, est une question centrale. Covid. Nous ne pouvons pas avoir accès aux marchandises de l'extérieur. Puisque nous ne produisons pas, nous ne transformons pas. Donc nous dépendons des autres. Crise en Ukraine, même phénomène. J'étais au gouvernement, on courait là pour des subventions. À coups de milliards. Alors je me suis dit, mais ça c'est quoi ça? Qui sont ces gens qui chaque fois doivent aller chercher des ressources extraordinaires pour aller prendre les biens des autres pour venir chez eux? Évidemment, c'est connu en économie. Un bien, plus il est rare, plus il est cher. Ce n'est même pas un problème d'économie, c'est un problème de bon sens tout court. Moins il y a, plus c'est cher. Je ne peux même plus vous dire combien de milliards on a mis là-dedans. Pour quel résultat? C'est pas la première fois. C'est pour ça que je dis, mais sur en particulier le secteur de l'agriculture, qui est un des éléments clés du programme et du projet du parent, qu'est-ce qui peut être fait? Je suis allé examiner les rapports. Un excellent rapport de l'Organisation mondiale pour l'agriculture, qu'on appelle la FAO, fait par des experts burkinabés. Et je constatais que, déjà au niveau africain, nous avons 600 millions d'hectares. C'est-à-dire que les terres cultivables dans le monde, 60% sont en Afrique. Mais en Afrique, vous avez au même moment 90% des gens qui meurent de faim. Au Burkina, je regarde 800 000 hectares de terre, oui, c'est-à-dire le potentiel que nous pouvons utiliser pour produire là, c'est autour de 800 000 hectares. Donc 500 000 hectares de bas-fonds, 233 500 hectares de terre irrigable. Mais je n'avais même pas besoin de ces chiffres. Moi, mon problème, mon village est à côté de Bagré. Chaque fois que je regarde la plaine, je me dis, mais pourquoi elle est sous-utilisée? Je ne connais pas la vallée du Sourou, mais j'en ai entendu parler. Quelqu'un m'a dit qu'hier, il y a eu un projet de production de blé vert là-bas, qui n'est pas allé au loin. Au moins, je connais Samandeni. Vers les Banfoura, là, il y a des plaines aménagées. Donc, nous avons une capacité énorme de production. Mais quand vous regardez les chiffres, ça vous fait froid au dos. C'est-à-dire que parmi les céréales produites au Burkina, seulement 8% sont constitués de riz. Mais au même moment, en 2020, notre pays a dépensé à peu près 70 milliards pour importer le riz. Et l'étude explique, et ça je le savais, mais j'étais heureux de constater dans le texte que le riz local est riche en vitamines. C'est-à-dire que c'est un riz qui ne vous donne pas des maux de ventre à en finir, etc. Contre le riz qui nous vient de la Chine, du Pakistan, de quoi, qui brille apparemment, mais il est établi que ça passe des années dans les magasins. Je ne suis même pas sûr. Effectivement, moi j'ai été en Chine pendant une semaine au compte du gouvernement chinois à l'époque. La qualité du riz que vous mangez là-bas n'a rien à voir avec les denikacha qu'on nous vend ici. Mais comment vous voulez vous développer avec ça? D'accord. C'est pour ça que je dis, pour sortir durablement de cela,
Il faut changer de perspective. Par exemple, le gouvernement, lui, c'est pas de sa faute. Ça, il faut être honnête. C'est un gouvernement qui n'a pas d'idée là actuellement. C'est un gouvernement de transition dont la principale mission, c'est la sécurité. C'est pas véritablement le développement. Donc, dans l'urgence, ils ont dit, on met 14 milliards, ils sont allés même s'empêtrer dans des faux problèmes de pain. Moi, je ne sais pas combien parmi nous mangent du pain le matin. En tout cas, moi, à titre personnel, je ne mange pas du pain. Voilà. On a dit qu'on va subventionner, je ne sais pas pourquoi. Mais, soit en passant. Donc, je me suis dit, il ne faut pas perpétuer la bêtise. Il faut quand même que nous aussi, surtout que si vous suivez l'actualité internationale, tous les indicateurs nous démontrent que la situation va être pire dans les années à venir. Monsieur le ministre, vous faites toute cette peinture-là de la situation qui semble être grave, et en même temps, vos partis politiques se sont murés dans le silence sous le prétexte qu'on vous a appelé à rester tranquille dans votre coin, à ne pas avoir d'activisme politique débordant. Est-ce que finalement, ce n'est pas de la capitulation? Non, ce n'est pas de la capitulation. Moi, je vais être honnête. Les partis politiques burkinabés, avec tout le respect que j'ai pour eux, ne mènent pas des débats d'idées. C'est ça qui nous met dans des crises perpétuelles. Nous ne portons pas des débats de valeurs. Nous portons des débats du « Oh, il faut que Sango tombe. » Moi, je vais me mettre là. Moi, j'étais surpris de voir des partis politiques se permettre d'applaudir un coup d'État. Ça m'a étonné. Est-ce qu'ils réfléchissent un seul instant? Vous faites allusion à quel parti? Je ne citerai pas. Ils se reconnaîtront eux-mêmes. Mais pour l'histoire, c'est une décision extrêmement grave. On peut prendre acte, mais un parti politique, ton essence. Mais le coup d'État, c'est la négation première de la démocratie. Mais la démocratie, elle se construit dans la durée. Elle se construit pas à pas. Tout ça parce que on n'aime pas X, on aime Y. Mais je dis toujours, si moi, je suis dans l'opposition, vous êtes président, je fais tout que vous tombez. Ok, je peux tomber. Si je tombe, je vais aller faire comme vous. Moi, souvent, je me demande si on ne marche même pas sur nos têtes. Ici, je vais schématiser. Je sais que ça ne va pas plaire, mais je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour parler au nom de l'intérêt général. Parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants. Quand nous on était au pouvoir, pour tous les médias, il faut qu'on tombe. Pour faire quoi? Alors que le président, son mandat était fini. Ok? On est tombé. Nous maintenant on est tombé. Il y a des gens qui sont assis, qui ne sont pas contents, certainement. Dans notre système, eux aussi le rêve, la transition n'a qu'à tomber. Mais vous partez où avec des idées comme ça? Ça, ce n'est pas de la politique, ça, c'est de la sorcellerie. D'accord, juge Bougman. Oui, mais... Voilà, donc, non, c'est parce que s'il y avait des débats d'idées là, on ne serait pas là. Hein. C'est parce que c'est des débats. Dans tous les cas, vous ne faites pas des débats d'idées avec une 200aine de partis. J'aime dire que le professeur Maurice Duverger, un des plus grands constitutionnalistes, a dit qu'il n'y a pas de multipartisme dans les pays comme l'Afrique. Les États d'Afrique, là, pour la plupart, comme le nôtre, là, que ici, c'est la préhistoire du multipartisme. Et pourquoi il n'y a pas de débat d'idées, alors que nos partis sont pleins de docteurs, de professeurs, de tous les bardés de tous les diplômes? Non, certainement que un des facteurs, les gens se disent, puisque les idées, il faut être dans un milieu où les gens sont je ne vais pas dire éduqués au sens ils comprennent. Voilà. Ils peuvent lire, ils peuvent écouter les informations. Encore que dans le cas du Burkina, je pense que c'est une critique qui ne vaut pas la peine d'être menée parce que quand vous suivez les radios, même les télés, les gens qui n'ont pas été à l'école, ils ont une certaine culture. Donc, ils ont une capacité de compréhension. Donc, on est resté
dans un vieux schéma. Mais ça aussi, il faut dire que comme la démocratie dans nos pays, le cours à chaque fois a été interrompu par des actes de violence et tout ça, les gens finissent par se dire, mais en fait, cette histoire, d'ailleurs le peuple lui-même, j'en parle avec beaucoup d'aisance, mais le peuple lui-même d'une certaine façon n'y croit pas. Le peuple a l'impression que cette démocratie qui se réduit à la démocratie électorale, c'est un jeu de dupes. Or, c'est la responsabilité des partis politiques d'amener le peuple progressivement à s'élever pour comprendre les problématiques du développement au plan interne, les problématiques du développement au plan international. Prenez l'article 13 de la Constitution. Comment des partis accomplissent cette mission d'éducation des populations? Les partis, il y a une seule mission, c'est participer à l'expression des suffrages. C'est pour ça qu'on a une démocratie fade, une démocratie de gadget. Mais nous devons travailler, je pense, c'est pour ça que j'ai dit les crises, dans mon article, les crises constituent des opportunités. Oui. Sauf qu'on a raté un coach. Déjà en 2014, je crains qu'on rate encore un autre coach. Alors on va permettre au juge. Effectivement, les crises sont des opportunités. Nous sommes dans plusieurs crises. Celle de l'Ukraine, il y a eu d'abord Covid, celle de l'Ukraine, et puis notre transition actuelle. Alors, il y a déjà le forum d'Italie qui tente maintenant de poser un certain nombre de conditions, de recentrer les choses pour mener une réflexion de fond par rapport à la conduite d'un certain nombre de choses et à évoquer également courageusement des sujets qu'on appelle sujets tabous. Alors, pour notre transition actuelle, quelles sont les opportunités? C'est sur quel levier nous devons mettre la priorité, en dehors des questions sécuritaires, bien entendu. Parce que, c'est vrai, il y a la question sécuritaire, mais si aujourd'hui ou demain on a réglé la question sécuritaire, les autres problèmes du quotidien, on fait comment? Donc, quel levier, en plus des questions sécuritaires qui sont claires que ça, il faut qu'on y travaille là-dessus. Vous savez, le drame souvent de l'intellectuel ou de l'homme politique qui n'a pas la capacité de décider, c'est de jeter des idées que souvent ceux qui sont en face ne comprennent même pas toujours. Donc ils ne sont pas capables souvent de les implémenter. Sinon, la question que vous posez, à titre personnel et dans notre alliance, nous l'avons déjà dit. La question sécuritaire, c'est le travail des militaires. Je pense qu'ils sont en train de dérouler leur tableau et tout ça. Mais sur ce plateau, j'avais eu l'occasion d'en parler. Vous parlez de la communication qu'ils ont améliorée. Effectivement. J'avais cité l'exemple de la Covid. Chaque fois, on avait des points de quoi là, de presse. Pour dire, parce que la guerre a une dimension communicationnelle. Comme les gens disent, c'est une question holistique. Mais pour rester, mais c'est la refondation de l'État. Pourquoi il y a des crises? Prenez tous les rapports. Et je suis au regret de dire que nous fonctionnons sans mémoire. En tout cas, l'élite. C'est pour ça que Sarkozy s'était permis de nous insulter. Parce que l'histoire ne nous enseigne pas. Donc on répète les mêmes erreurs. Sur nous, toutes les crises là, que ce soit le rapport du Collège des sages, que ce soit le rapport Burkina Prospective 2025, paix à l'âme de l'éminent professeur Sano, qui a dirigé de main de maître ce travail, que ce soit le rapport du mécanisme africain d'évaluation par les pairs de 2009, que ce soit les rapports même circonstanciés que Blaise lui-même avait sollicité, on les appelait CCRP, quoi. Tout est dit dedans sur ce qu'il faut faire pour
consolider la démocratie au Burkina. Donc on n'a plus besoin en réalité de réfléchir. Il s'agit d'appliquer certaines choses. Exactement. Mais il y a plein de laboratoires qui tournent à plein régime dans la réflexion. Vous avez dit le cadre de votre alliance, Forum d'Italie et bien d'autres cadres qui vont à peu près reprendre à peu près d'ailleurs les mêmes. Mais j'espère qu'un jour, je ne trahis pas un secret, qu'il y aura une convergence de toutes ces structures pour sauver une seule chose, la République. Mais la réalité aussi, la crainte au Burkina, c'est ça. Les uns les autres ne s'accordent pas, demandent des travaux, mais pour l'application de ce qui est contenu, ça pose problème. L'application, la responsabilité incombe à celui qui a l'autorité du pouvoir. Oui, mais qui parfois commande, mais qui n'applique pas. Quand on prend on prend le rapport du MAEP, qui est un excellent outil. Le président Blaise a refusé d'appliquer. Et ils ont dit que s'il n'applique pas, il y aura quasiment une insurrection. Oui, ça c'est clair, le rapport là, pour ceux qui, en tout cas, qui l'ont lu, c'était clairement dit. Mais moi, la question que je me pose, c'est la sincérité des gouvernants. Vous commanditez un travail qui est bien fait, vous mettez cela de côté et vous avancez. Mais il n'y a aucun mécanisme pour vous rappeler effectivement à l'ordre, à l'essence. Normalement, on n'avait pas besoin de mécanisme. Mais je vais vous dire quelque chose. Je dis ça l'autre jour sur un plateau de télé. Mais je l'avais dit il y a plus de 20 ans. En fait, vous ne construisez pas la démocratie sans des démocrates. Or, mon sentiment, c'est que une bonne proportion de ceux qui doivent implémenter les transformations politiques pour consolider l'état de droit et la démocratie, j'ai l'impression qu'ils ne croient pas du tout en la démocratie. La démocratie, ils l'utilisent de façon opportuniste. Et c'est ça le problème. Et comme les autres acteurs sont faibles dans la réflexion dans la durée. Par exemple, qui aurait pu obliger les pouvoirs à appliquer ça? Les rapports sur la gouvernance. C'est la société civile. Mais elle est saisonnière. C'est-à-dire qu'elle apparaît à un moment donné autour d'eux et puis elle disparaît. Mais c'est normal. Mitterrand avait une idée, je termine, je vous dis, Mitterrand a dit que si vous avez une excellente idée, une opinion qui est très bonne, mais que si vous n'avez pas de bras dans la société pour la porter et la faire transformer, c'est comme si c'était du vent. Donc, il faut que chacun reste dans son rôle. Le problème, c'est que la société civile burkinabé, c'est fortement politisé par moments. Alors là, ça pose problème. Mais là, c'est encore vous, la politique, qui le politisez. Je suis tout à fait d'accord. Mais avec leur complicité. Sinon, je suis tout à fait d'accord. Oui, avec leur complicité, je suis d'accord. Voilà, mais je pense que l'autre problème également, c'est qu'on a une société civile qui est aussi très dépendante de l'aide extérieure, si je peux me permettre ainsi, où 90 ou parfois 99% de certaines activités, les plans et programmes de l'OSCE en question, si ça ne vient pas de l'extérieur, elle est plombée. Donc, comment est-ce que booster? Parce que il faut mettre un mécanisme budgétaire. Pourquoi l'État financerait les partis politiques pendant la campagne électorale? Si on parle de l'idée que la société civile a un rôle d'éducation, je pense qu'il y a des subventions, mais elles restent dérisoires. Il faut inscrire une partie. Comme ça, ça vient en complément, effectivement, du soutien des partenaires techniques et au développement. Pour empêcher l'instrumentation là des organisations de la société civile. Mais tout ça même, c'est des exercices compliqués. C'est parce que les leviers comme le Parlement, ça ne marche pas. Puisque le Parlement est chargé du contrôle de l'action gouvernementale. Mais si le Parlement s'érige en partenaire... Vous savez, moi, je n'ai même plus l'envie de parler. Puisque tout ce qu'on dit là, le Parlement n'existe pas. Donc, il ne constitue pas un vrai contre-pouvoir. Regardez le cas, l'actualité. Macron, il ne peut pas faire ce qu'il veut.
il est obligé de négocier, de discuter. Or, l'essence de la démocratie, c'est le principe de la discussion, le principe de la délibération. On va en démocratie parce qu'on pense que moi je n'ai pas la vérité, tu n'as pas la vérité, mais on peut s'entendre sur un point. Mais si vous donnez des majorités aux gens, ils s'en foutent même de l'opinion des autres, ils vont passer. Ça ne marchera mais pas. Comment faire comment on appelle ça, permettre à quelqu'un de travailler sereinement s'il est convaincu et il n'a pas une majorité également qui l'accompagne dans ses actions? Il faut lui donner ce que moi j'appelle une majorité intelligente. J'appelle une majorité intelligente, c'est-à-dire que pour faire avancer tes projets, tu as besoin de 50 plus 1. Tu n'as pas besoin d'avoir une large majorité au Parlement. C'est vrai qu'au Burkina... Majorité écrasante comme avant. Mais c'est vrai qu'au Burkina, après le 2020, ça va plus ou moins changer. Mais il y a une autre dimension. Est-ce que les élus même comprennent leur rôle? Excusez-moi. Vous savez qu'au Niger, on a dû légiférer pour dire que pour être député, il faut avoir au moins, je ne sais même plus si c'était le baccalauréat. Quand il y a eu un coup d'État, on a légiféré. Toute liste au Niger, puisque le Parlement était composé exclusivement d'opérateurs économiques. Mais ils se sont rendus compte que ça, c'est pas, on ne peut pas. Ils sont bien dans leur rôle, mais là, c'est pas. Donc, il faut déjà que nos élus comprennent leur rôle. Bon, si les gens sont assis à l'Assemblée, c'est-à-dire tout le débat qui se mène, c'est comme si c'était des bruits dans leur oreille. Vous voulez que ça donne quoi? Il y a un problème aussi à ce niveau. Donc, il faut interagir sur plusieurs aspects. Deuxième élément, il faut revoir le mode de scrutin. Vous trouvez normal qu'un parti d'idées, comme le parent, quelque chose que vous pouvez nous reprocher, on fait une élection, nous on n'a pas de député. Vous voulez quoi? Or, la plupart de nos idées ont été souvent reprises par les pouvoirs respectifs pour en faire des lois. Monsieur Sango, vous avez peint la situation une fois de plus, mais quand on vous entend parler, on a l'impression que vous n'avez jamais exercé. C'est vrai qu'on ne peut pas changer fondamentalement les choses, mais est-ce qu'au niveau du parent, vous avez fait votre autocritique après la chute du pouvoir auquel vous avez participé? Et qu'est-ce que ça donne? Non, nous avons fait notre autocritique, nous l'avons dit longtemps avant. Le fondateur l'a dit à plusieurs reprises. Il a dit que nous sommes allés à la majorité pour apporter nos idées. Puisque je n'étais pas témoin de cette discussion, soit dit en passant. Mais j'ai compris qu'on avait besoin des idées du parent pour changer un certain nombre de choses. Mais il se trouve qu'au final, nous ne servions pratiquement à rien. Il y avait deux situations possibles. Soit nous poussons pour obtenir quelques réformes, et on en a obtenu. Par exemple, il a fallu que nous soyons là pour ramener le projet IPN, qui était mort là. L'IPN, c'était, comment on appelle là, la poussière là, un bureau, voilà. Il a fallu que nous revenions pour porter ça. Et ça, c'est parce que moi, j'ai parlé au président Roch, qui a été sensible à la question. Après, c'est que quand nous on a quitté, le projet est quasiment aussi mort. Deuxième élément, quand même, nous avions demandé au président et influencé pour qu'on travaille sur la réécriture de l'histoire générale du Burkina. Je ne sais pas où le projet, mais l'idée, au moins, avait été admise. Le président était allé jusqu'en Conseil des ministres, a dit qu'il faut que le ministère de l'économie et des finances réfléchisse plus sérieusement sur l'idée de l'actionnariat populaire dont parle le parent. C'était passé comment?
on a voulu recapitaliser le projet de la vallée du Sourou, là. On a voulu revoir. Ils sont venus, j'ai dit, mais c'est un truc des paysans. On ne peut pas donner ça seulement aux gros capitalistes. Il faut qu'il y ait une part d'actionnariat populaire. Il y a des ministres qui peuvent vous confirmer. Des collègues en ont ri, mais oh, le parent, vous êtes revenu. Le président a dit, ces gens-là, ils en parlent depuis un certain temps. Il faut. Si vous regardez actuellement, il y a une part du capital sous forme d'actionnariat populaire. Donc nous, on a été très utiles. Dernier élément. Mais tout le monde parle de la culture comme moyen de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Personne n'en parlait. Il a fallu mon colloque de Dori. Reprenez aujourd'hui la stratégie militaire. C'est mon conseiller technique qui est maintenant directeur de cabinet là. C'est lui qui a pratiquement écrit cette partie. Digemde. Non, on ne peut pas. Non. Nous avons été utiles. Et il y a des choses terribles que nous avons faites sous la main. Et nous étions. Vous savez, moi je me rappelle même, il y a un haut cadre. Quand nous n'avons pas eu, je taire son nom, il se reconnaîtra. Dans une discussion, quand on composait le dernier gouvernement, après les élections, un cadre du MPP a dit, ah non, il faut que le parent reste au gouvernement. Que le parent est différent des autres partis que nous avons là. Parce que le parent nous apporte des idées. Ce qui n'est pas le cas, forcément, des autres. Non, bon, ils ont fait des bagarres entre eux là. Voilà, ils ne sont même pas capables de s'entendre. Bon, eux, ils se sont entendus, c'est très bien. D'accord. Alors justement, en termes d'idées, on a eu cette rencontre entre le président d'Amiba, l'ancien chef de l'État Roch Kaboré et aussi l'ancien président Jean-Baptiste. Est-ce que ce n'était pas un cadre nécessaire pour partager ces idées entre anciens et présidents actuels? Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Je ne connais pas les contours exacts. Sur le principe, je n'ai rien contre. Ce qui me dérange, c'est que je ne garde pas quelqu'un en résidence surveillée et puis je l'invite à venir discuter. Moi, si j'étais le conseiller du président d'Amiba, s'il m'avait parlé de cette idée, je lui aurais dit, ah, monsieur le président, pour que les gens nous prennent au sérieux, posez un acte symbolique, mettez un terme à la résidence surveillée du président Roch. Vous vous déplacez même là-bas. On fait des images. Une semaine après, vous le recevez. Sinon après, comme disent certains, ça ressemble à une opération de com. Mais ça sert à quoi une opération de com? Dans un contexte où on a des difficultés. Moi, à titre personnel, ça aussi ça ne va pas plaire. Même Blaise Compaoré, je n'ai rien contre le fait qu'il rentre au Burkina. Dans son état de santé, techniquement, j'ai même confié à des avocats de Blaise. J'ai dit non, moi, j'aurais été à votre place, le procès là. On allait faire des piqûres au président pour qu'il se présente. Comme il est diminué, puisque quand même le débat judiciaire c'est le contradictoire. Vous savez, quand vous ne vous présentez pas au procès, c'est comme si vous méprisez le tribunal qui est votre justice. C'est ça qui a expliqué sans doute la peine qui lui a été infligée. Mais comme il est fatigué, les avocats auraient même plaidé pour obtenir que, bon, il soit quasiment... C'est-à-dire, on arrête le jugement sur ça. Parce que quand vous écoutez les avocats, même de la partie Sankara, ils disent, eux n'ont pas de... C'est une position de principe. Donc, je pense, humblement, que vous voulez ou vous ne voulez pas, il y a des gens qui se reconnaissent en Blaise. Et donc, du fait qu'ils soient hors du pays, ils ne sont pas contents. Le fait qu'ils ne soient pas contents, on ne peut pas présager de ce qu'ils peuvent faire. S'ils peuvent venir au Burkina, la difficulté technique que je voyais, il a été condamné. Mais en droit, on a toujours des solutions. Il peut être mis en résidence
surveiller pour purger sa peine et tout ça, parce que bon, on va se dire, dans son état de santé, si on le met en prison, ça veut dire que quand même on veut précipiter, entre guillemets, sa mort. Des choses comme ça. Si ça peut apaiser, et que rapidement, franchement, la transition nous dise quels sont les axes de réforme qu'ils veulent entamer là. Je vous l'ai dit, toutes les solutions existent. Il s'agit de trouver les intelligences. C'est ce que nous on a fait, les États généraux. Moi, j'étais le président de la commission thème des États généraux de la justice. J'ai demandé une bibliographie. Il y avait 40 rapports sur la réforme de la justice qui avaient déjà été faits au Burkina, sans être appliqués. Nous n'avons plus de travail à faire. On a fait la synthèse. C'est ça qui a donné la justice, une des justices les plus indépendantes aujourd'hui dans le monde. Donc, on a les ressources pour régler ces questions très rapidement, pour qu'on redevienne un pays normal. D'accord, très rapidement. Alors oui, effectivement, très rapidement, on va aller aux élections. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas, mais on ira aux élections avec le même système. Donc, pour perpétuer la démocratie électoraliste, vous avez parlé de revoir même le mot du scrutin. Comment on appelle ça? En résumé, quel mode opératoire efficace? On a expérimenté un mode de scrutin en 2007 qui a empêché le CDP d'avoir le Tugili. On l'a expérimenté. C'était la proportionnelle au plus fort reste avec circonscription électorale la région. C'était en 2002. Le CDP avait eu, je crois, 50... c'était genre 54 contre 57. Oui. Ce sont les turiféraires du CDP. Et ça, on l'avait obtenu en raison du rapport du Collège des sages, qui a dit que pour apaiser le climat social, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se reconnaîtront, je les vois, ils bavardent au hasard, là, ici. Ils se sont retirés. Ils ont modifié le texte pour supprimer ce mécanisme-là. L'élection qui a suivi en 2007, ils sont revenus en Tugili. L'élection qui a suivi en 2012, ils sont revenus en Tugili, crise politique. Donc on a déjà implémenté une solution pour apaiser. Puisque si vous amenez les forces politiques qui comptent à l'Assemblée, vous déportez le débat de rue à l'Assemblée. Vous savez, je dis toujours aux gens, pour que quelqu'un ne garde pas là, il faut que lui il ait un intérêt au maintien de la chose. C'est sur le bon sens. Mais bon. Donc voilà un exemple. On peut appliquer le modèle qui se passe en Allemagne. Même les Français, ils veulent aller vers de plus en plus, parce que Marine Le Pen là, c'est une situation très exceptionnelle. On a toutes les méthodes pour apaiser. Deuxième levier, certainement, que la transition applique mal, c'est la dépolitisation de l'administration. Est-ce que c'est possible? C'est très possible. Qu'est-ce qu'on met la dépolitisation de C'est l'administration? très possible. Quand on dit dépolitiser, il faut simplement fixer des conditions objectives de nomination des hauts cadres de l'État. Moi, je l'ai appliqué là. En partie, quand j'étais ministre, j'avais 8 hauts cadres. Vraiment. Ce qu'on appelle les DG. Je n'en ai presque pas changé un seul. Presque pas. On est venu me dire que mais toi tu ne fais pas la politique. J'ai dit mais c'est des citoyens burkinabés. Est-ce que techniquement j'ai des problèmes avec eux? On fixe des leviers. On met des conditions. Par exemple, le secrétaire général du ministère qui a la mémoire, il ne doit pas être enlevé au hasard. Et quand vous voulez enlever un DG, il ne faut pas faire comme on le fait actuellement là. Le ministre qui veut enlever un DG, parce que ça peut être possible, il faut que quand il vient en conseil des ministres là, il ne se contente pas d'amener le nom. Il faut lui demander un rapport sur le niveau de performance du gars. Si vous faites ça, il faut dépolitiser le business. D'accord. Alors, les hommes d'affaires là, demandez-leur. Ils vous diront.
comment ils souffrent. Il faut que les Burkinabés les plus... Ça, voilà des éléments. On peut, en un mois même là, on peut s'enfermer, écrire les lois, mettre maintenant les mécanismes du suivi. C'est ce dont vous avez parlé. Alors, merci M. Abdoul Karim Sango. C'est ici que nous mettons un point final à la deuxième convocation de la semaine. Je rappelle que nous recevons l'ancien ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et président du Parti pour la Renaissance nationale Para, M. Abdoul Karim Sango. Merci d'être venu sur ce plateau. Avec lui, il a été question de la lecture du Para sur la situation sociopolitique nationale. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci aux équipes techniques à la télé comme à la radio. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Merci et restez fidèles au programme de Truth TV et Watt FM.